Voilà, bonjour. Je voulais vous remercier d'abord d'être si nombreuses et nombreux au Théâtre National. Après ce spectacle, certains l'ont vu, certains arrivent peut-être pour le débat. En tout cas, il est important pour nous de continuer ce travail avec Etopia, que je remercie très chaleureusement pour la qualité de leur travail et pour cette belle collaboration. Ils nous ont réuni un panel d'intervenants assez impressionnant aujourd'hui pour débattre de cette culture du secret dans le nucléaire. Il est important que le débat, je pense, reste vraiment sur cette idée qui relie aussi celle du spectacle. Je tiens aussi à m'excuser auprès de Baptiste Herquez qui est là et que j'ai annoncé étant Jean-Jacques Jespers, mais qui n'est pas là. Voilà, c'est Baptiste qui est là aujourd'hui. Voilà. Donc, Baptiste, excuse-moi. Voilà. Et à qui je vais laisser le soin, évidemment, en introduction au débat, de présenter un à un les intervenants. Donc voilà, le spectacle, je ne sais pas si vous êtes nombreux à l'avoir vu, mais c'est quelque chose d'important pour le Théâtre National de frôler les pages culture pour rentrer dans les pages société, parce que c'est un théâtre qui doit parler de sujets contemporains, de sujets urgents, et ceci en est un réellement. Voilà, donc rappelez que s'il y a des questions dans la salle, cela reste vraiment sur la question de la transparence, non-transparence, le secret, qu'est-ce qu'on se dit réellement sur le nucléaire, parce que c'est un débat si vaste que nous ne pourrons pas rester sur cette question en 2 heures, évidemment. Voilà, je vous souhaite un excellent débat et je rejoins la salle par l'autre côté. À tout de suite. Bonjour à tous, merci Fabrice. Donc les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que je ne suis pas Jean-Jacques Jespers. Je vais essayer de faire semblant, mais ça va être difficile quand même. Voilà, il nous prie de bien vouloir l'excuser, mais malheureusement il ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, donc je vais essayer de, tant que faire se peut, le remplacer au pied levé. Je vous remercie à tous d'être là. C'est un vrai plaisir pour Etopia et pour le Théâtre National de travailler ensemble sur ce genre d'événement. On est aussi particulièrement fiers aujourd'hui parce qu'on a une brochette d'intervenants tout à fait exceptionnelle pour parler de la dimension cachée du nucléaire. C'est bien l'objet du débat aujourd'hui puisque, comme ça a été précisé, on pourrait parler de beaucoup d'aspects différents du poids et de la place de l'énergie nucléaire aujourd'hui. C'est vraiment sur la question de la vérité et de la culture du secret autour de l'énergie nucléaire dont on veut faire l'objet du débat aujourd'hui. Et donc pour en parler avec nous, on a Nadezhda Kutepova, que vous avez pu voir tout à l'heure dans la pièce, en tout cas pour ceux qui étaient là, qui est donc originaire de Ziorsk et qui est militante pour les droits de l'homme et qui est la fondatrice de l'association Planète de l'Espoir, qui nous parlera et qui pourra témoigner effectivement de son expérience sur place. Nous avons aussi le grand plaisir d'accueillir Michael Schneider, qui est analyste indépendant sur l'énergie et la politique nucléaire et qui est le coordinateur du World Nuclear Industry Status Report, qui est le rapport annuel qui fait un peu l'état des lieux sur le développement de l'industrie nucléaire dans le monde, dont le prochain rapport sortira dans quelques jours et on va avoir beaucoup de chance puisqu'on aura quelques informations en exclusivité. Nous avons aussi Alain Dehalleux, qui est diplômé en sciences chimiques de l'UCL, mais qui est surtout cinéaste et qui a réalisé de nombreux documentaires sur le nucléaire, notamment Nucléaire, rien à signaler en 2009, Tchernobyl Forever en 2011 et Welcome to Fukushima en 2013, et qui a surtout travaillé sur la question des travailleurs du nucléaire. Et enfin, nous avons Luc Barbet. Alors Luc Barbet, c'est l'ancien directeur de cabinet du secrétaire d'État à l'énergie Olivier Deleuze entre 1999 et 2003. Si ce n'est pas le père de la loi de sortie du nucléaire, on va dire que c'est l'oncle alors de la loi de sortie du nucléaire en Belgique. C'est évidemment un excellent connaisseur du nucléaire belge et c'est aussi l'auteur de La Belgique et la bombe, du rêve atomique au rôle secret de la prolifération nucléaire. Voilà, je vous demande de les applaudir déjà bien fort. Je dois aussi excuser Yves Marignac, qui devait être aussi des nôtres et qui est un expert français sur la question nucléaire et qui est finalement malade et qui donc n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Je vais maintenant céder la parole à Michael Schneider, qui lui va nous faire état de l'industrie nucléaire aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2019, et qui va nous présenter quelques premières informations de son étude du World Nuclear Status Report.
ce que je vais essayer de faire ici, c'est vraiment donner quelques extraits d'un gros pavé de 320 pages qui va sortir après-demain à la Central European University à Budapest. C'est un projet qui, maintenant, depuis plus de 10 ans, analyse sur une base multicritère l'état et l'évolution de l'industrie nucléaire dans le monde. Tout le secret est dans l'internationalisation de l'analyse et de regarder sur des longues périodes de temps. Le nucléaire est une industrie lente. Donc, pour la comprendre, il faut la regarder sur des longues périodes. Et donc, on essaye de faire ça et de prolonger chaque fois, tous les ans, d'actualiser les données. Donc, on va faire un peu d'histoire d'où ça vient. Il y avait au départ des projections de développement du nucléaire qui étaient assez stupéfiantes quand on le regarde aujourd'hui. Donc, les prévisions du milieu des années 75 pour l'année 2000 étaient, si on prend juste un exemple, qui était le cas le plus probable, appelé le cas le plus probable de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et puis le cas de référence pour l'OCDE. C'était 3600 gigawatts. Alors 3600 gigawatts, c'est 3600 réacteurs environ, 3600 réacteurs. Et la réalité, c'est cette courbe-là. Donc la réalité a été en dessous d'un facteur 10 de ce qui avait été imaginé à l'époque. C'est important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé au fur et à mesure derrière. Donc, quand on regarde les mises en service et les arrêts de réacteurs dans le monde, donc le haut en bleu, c'est les mises en service, en dessous, c'est les arrêts de réacteurs. On comprend qu'il y avait un certain enthousiasme dans les années 70 et 80, avec un grand nombre de réacteurs, jusqu'à 33 réacteurs qui ont été mis en service la même année. Par contre, quand on regarde ce qui se passe depuis à peu près 1990, c'est à peu près plat. À une exception près, c'est l'arrivée de la Chine il y a une quinzaine d'années qui domine totalement les mises en service dans les statistiques. Juste brièvement, ça c'est la même image sur l'Union européenne. Donc on voit bien qu'il ne s'est plus passé grand-chose depuis bien fort longtemps. Maintenant, si on cumule, donc on regarde combien de réacteurs ont été en service en même temps, on voit cette montée en puissance sans aucune interruption jusqu'à la fin des années 80, et puis un plateau, et puis on voit l'effet de Fukushima à partir de 2011, avec une remontée toutefois ces dernières années, mais à relativiser parce que à la mi-2019, on avait un réacteur de moins en fonctionnement dans le monde qu'on l'avait il y a 30 ans. Donc cette remontée, il faut toujours la placer dans un contexte historique pour comprendre ce que ça signifie. On regarde la même image pour l'Union européenne, et puis on voit bien que la sortie du nucléaire de l'Europe a commencé il y a 30 ans. C'est-à-dire c'est une évolution très nette. Et aujourd'hui, avec 126 réacteurs, comparé à 175 à la fin des années 80, on a presque 50 réacteurs de moins en fonctionnement. Maintenant, un autre indicateur, évidemment, c'est la production d'électricité, qui a atteint son maximum historique en 2006. Et puis, toutefois, on voit quand même une augmentation ces dernières années, de la même façon que la capacité installée et le nombre de réacteurs. Mais si on identifie le rôle de la Chine dans cette montée, on voit une fois de plus très clairement qu'il se passe très peu de choses ces dernières années. En fait,
la baisse qu'il y a eu après Fukushima de production d'électricité à l'extérieur de la Chine était supérieure à la petite montée qu'on a pu voir en dehors de la Chine avec 0,7% en 2018. Là, vous avez, sur le côté gauche, vous avez la production d'électricité par pays. Et de l'autre côté, on a la part du nucléaire dans le mix de la production électrique. Et ce qu'on a mis comme année derrière les barres, c'est l'année du maximum historique de la part du nucléaire ou de la production d'électricité nucléaire. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de pays avaient leur maximum il y a fort longtemps. Et donc, ça conduit, et je retourne juste en arrière, on voit que la part du nucléaire dans le mix électrique a eu sa pointe en 1996 et a baissé depuis de façon quasi continue pour arriver aujourd'hui juste au-dessus de 10% dans la production d'électricité commerciale. Et on devrait toujours souligner le terme commercial parce que on a une petite cabane dans la forêt canadienne où on produit de l'électricité solaire depuis 30 ans. Il n'y a jamais personne qui a mesuré combien on a produit là-bas. Hein. Et on n'est pas les seuls à produire de cette façon-là aujourd'hui de l'électricité, bien au contraire, c'est-à-dire la part dans l'ombre, la part inconnue d'électricité qui est produite par des installations qui ne sont pas connectées au réseau a grandi de façon importante. Alors, si on essaye de savoir où est-ce qu'on va, évidemment, le nombre de réacteurs en construction est un des indicateurs importants. Et une fois de plus, on voit cette énorme montagne dans les années 70 la pointe était vraiment autour de 1980 avec 234 réacteurs en construction en même temps. Aujourd'hui, on a 46 réacteurs et c'est un chiffre qui est en baisse après avoir légèrement monté entre 2005 et 2013. Elle est en baisse pour la 6e année de suite. Et en fait, le chiffre actuel, et c'est le plus bas depuis une dizaine d'années. La deuxième chose qui est importante, c'est que si on trouve un réacteur dans un listing en construction, ça ne veut pas dire qu'il sera terminé. Ça ne veut pas dire qu'il va produire de l'électricité un jour. Et on voit, ça c'est la partie supérieure dans le graphe, 48 des réacteurs des 234 ont été abandonnés en cours de route. Et c'est un phénomène qui s'est amoindri, mais ce n'est pas fini. C'est-à-dire, il y a 2 ans, on a abandonné la construction de 2 réacteurs aux États-Unis après avoir dépensé, on ne sait pas encore exactement, mais au-delà de 10 milliards de dollars dans un projet qui ne produirait jamais rien. Qui construit? Ce n'est pas étonnant, on l'a vu avant, la Chine est le premier pays. Il y a l'Inde avec 7 réacteurs en construction, la Russie avec 5. Et puis il y a un pays newcomer, c'est-à-dire qui n'avait pas encore de réacteurs nucléaires, c'est les Émirats arabes unifiés, avec 4 réacteurs qui sont en construction. Si on regarde la colonne des débuts de construction, on voit que ça a commencé en 85, c'est-à-dire il y a quand même quelques réacteurs qui sont en construction depuis un certain temps. Et globalement, sur les 46 réacteurs, 27 à 29 sont... on peut documenter qu'ils sont derrière le planning. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais on ne peut pas le documenter pour l'instant. Et puis, quand on regarde un peu l'évolution de
de la moyenne de durée de construction des réacteurs qui ont été mis en service. On obtient ça, c'est-à-dire la taille de la bulle, c'est le nombre de réacteurs et c'est l'évolution historique. Donc on voit cette espèce d'évolution très nette, très claire, des bulles plus grandes et dans une évolution linéaire d'augmentation de la durée de construction. Et après 1990, c'est l'anarchie totale. Il n'y a plus de règles, une fois c'est bon, une fois c'est mauvais. Le seul truc qui est à peu près cohérent, c'est des toutes petites bulles, hein, comparé à ce qu'on avait fait avant. Alors, on regarde tous les ans la durée de construction des réacteurs qui ont été mis en service dans la décennie avant. Donc, 63 réacteurs mis en service, avec une durée de construction juste en dessous de 10 ans. Alors, avec une gamme extrêmement large. Ça va grosso modo de 4 ans à plus de 40 ans. 40 ans, le record, c'est aux États-Unis. Et ça va probablement, on aura du mal à casser ce record. Ça risque de durer encore un peu le record absolu. C'était un réacteur au Tennessee, Watts Bar, pour ceux qui s'y intéressent. Mais on voit aussi, par exemple, un des pays qui sont les plus actifs, la Russie, avec une moyenne de durée de construction de 22 ans. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi c'est considéré comme une bonne carte de visite quand on va sur le plan international présenter des projets de réacteurs. Quand on regarde les réacteurs, ça c'est les durées de construction des réacteurs uniquement qui ont été mises en service entre le début de 2018 et mi-2019. Donc c'est les dernières mises en service. Et on voit que la Chine a aussi des gros problèmes de ce point de vue-là, même si elle a 3 réacteurs qui restent excellents par rapport à la moyenne internationale. Mais les réacteurs dits de 3e génération, ils ont grosso modo mis 2 fois plus de temps qu'avait été envisagé au départ. Ne parlons pas de la Russie avec son record de 35 ans depuis le début de la construction. Alors, autre indicateur, c'est les débuts de construction. C'est évidemment, ça donne un peu la première dynamique vers des nouveaux projets. Même chose, on voit 1976, un maximum de 44 débuts de construction. Et puis, il faut peut-être souligner qu'un début de construction, il y a une définition technique. Ce n'est pas quand on commence à faire des routes ou à couper des arbres. C'est seulement à partir du moment où on coule du béton pour les fondations du bâtiment réacteur. Donc la durée réelle des constructions est bien supérieure à la seule durée technique de construction telle qu'elle est utilisée dans l'industrie nucléaire. Donc les débuts de construction, on voit bien une fois de plus le rôle de la Chine. Et puis une pointe en 2010 avec 15 débuts de construction, dont 10 en Chine. Mais on voit aussi l'année suivante, en 2011, pas un seul début de construction en Chine. Et en fait, la Chine, comme plusieurs pays asiatiques, avait été profondément choqués par les événements de Fukushima. Ça a été totalement sous-estimé ici, de quelle profondeur les sociétés ont été choquées par ces événements. Et la Chine a gelé pendant 4 ans toutes les nouvelles autorisations de construction nucléaire. Ils ont laissé passer les projets qui étaient dans le pipeline, mais il n'y a pas eu de nouvelles autorisations jusqu'en 2015. Mais même en 2015, il n'y a eu qu'une poignée dont la réalisation n'a même pas encore été entamée pour la totalité des autorisations. Et puis on voit que, en fait, le 1 ici en 2017,
C'était un projet de démonstration d'un réacteur qu'on peut appeler un démonstrateur, un réacteur de recherche. Ce n'est pas du tout sur les mêmes fonds que les réacteurs commerciaux. Et donc le dernier réacteur commercial qui avait été mis en construction, c'était en décembre 2016. Donc une grande interruption de la construction en Chine. À l'avenir, je ne sais pas. Moi, je suis un grand fan de l'analyse empirique. Après, on peut spéculer et on peut discuter quels sont les signes, mais évidemment, on ne le sait pas encore. En l'absence de construction, ce n'est pas étonnant. L'âge moyen du parc mondial continue à augmenter et pour la première fois, on a dépassé les 30 ans d'âge moyen. Toutefois, avec un grand nombre de réacteurs maintenant qui ont plus de 31, voire plus de 41 ans, c'est-à-dire les 80, c'est plus de 41 ans, et 192, plus de 31 ans. La même image pour l'Union européenne. On voit que c'est semblable, sauf que la moyenne d'âge est même supérieure à la moyenne de la flotte mondiale. Alors, on a chaque année, on fait des chapitres qui sont un peu un focus sur certains pays, souvent les grands pays nucléaires, où les auteurs ont une grande liberté comment ils l'abordent. Et donc, ce n'est pas forcément comparable d'un chapitre à l'autre, comment ces pays sont traités. Ça, c'est un traitement sur la question de la disponibilité du parc de réacteurs français. Le résultat est vraiment stupéfiant. C'est-à-dire qu'il y a eu, en 2018, plus de 5000 réacteurs jour à zéro production d'électricité en France. Plus de 5000 réacteurs jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en moyenne, les réacteurs étaient presque 3 mois, 87,6 jours, pour être précis, à l'arrêt dans l'année. Quand je dis à l'arrêt, ce n'est pas une production partielle. Ça, il faut le rajouter. C'est-à-dire il y a des durées de production partielle et non pas complète. Ça, c'est zéro production. Ce qui est quand même, je trouve, assez stupéfiant comme résultat. Et on a regardé de quelle façon ça tombait au même moment. Donc, ça, c'est l'indisponibilité par réacteur. Et on voit qu'il y a eu un moment où il y a eu 27 réacteurs sur les 58 qui étaient à l'arrêt en même temps. Donc, encore une fois, à l'arrêt total, c'est-à-dire zéro production. Maintenant, un petit regard sur la Belgique. La Belgique a moins de réacteurs jour à l'arrêt que la France. C'est vrai qu'elle a aussi un peu moins de réacteurs. Mais c'est quand même étonnant, hein? 1265 réacteurs jour d'arrêt. Et quand on calcule la moyenne, ça donne un arrêt par réacteur en moyenne de 180 jours. C'est-à-dire presque la moitié de l'année, en moyenne, les réacteurs étaient à l'arrêt. Donc ça relativise peut-être un tout petit peu cette idée que le nucléaire est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Petite blip sur l'Allemagne. Vous savez, grande discussion sur l'Allemagne, pays charbonnier, ils sortent du nucléaire, ils rentrent dans le charbon. Ça, c'est l'évolution entre 2010 et 2018. C'est-à-dire, on a perdu 64,5 TWh, des milliards de kilowattheures. Et puis, on a produit 121 TWh de plus en énergie renouvelable. C'est-à-dire, on a déjà, même si on ne calculait que ça, on a déjà presque 2 fois plus de production renouvelable que ce qu'on a perdu en nucléaire sur la même période. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que en même temps, on a réduit la production de charbon. Ce qui reste le plus problématique, c'est la lignite. Mais ça, c'est
c'est calculé sur les trois énergies fossiles, la lignite, le charbon et le gaz. Et l'Allemagne a quand même entamé une réduction depuis plusieurs années maintenant, même de la lignite. Ils ont augmenté l'exportation d'électricité globale de 33 TWh. Et c'est intéressant parce que l'Allemagne est un grand exportateur d'électricité, notamment en France. C'est-à-dire depuis longtemps, la France est importatrice nette d'électricité d'Allemagne. Juste pour dire, parce que ça fait partie des mythes, que la France alimente l'Allemagne d'électricité nucléaire. Ce n'est pas le cas. L'Allemagne est exportatrice nette. Voilà, et puis ça reste pour moi un des grands problèmes. Il y a une baisse de la consommation, mais c'est très, très largement insuffisant. Maintenant, un petit tour rapide sur un chapitre qu'on a maintenant qui est un peu traditionnel. C'est-à-dire, on regarde l'évolution du nucléaire par rapport à notamment du solaire et de l'éolien, voire les autres technologies de production d'électricité. Première chose, l'évolution des coûts. Donc, dans ce qu'on appelle le levelized cost of energy, dans la production, si on calcule qu'on construit une centrale au gaz, au charbon ou un réacteur nucléaire, l'électricité coûte combien? Et ça, c'est le résultat, l'évolution depuis 10 ans. C'est-à-dire, on a des baisses de 88% pour le solaire, 69% pour l'éolien, et puis on a eu une augmentation de 23% pour le nucléaire. J'aime bien cette source parce que c'est une banque qui n'a pas d'intérêt direct chez qui que ce soit autre, et je considère que ce sont assez fiables. Qu'est-ce que ça donne en termes d'investissement? Donc, la capacité rajoutée au réseau depuis l'an 2000, on voit cette espèce de stagnation depuis longtemps pour le nucléaire, et on voit cet envol du solaire et de l'éolien. Ça, c'est en capacité installée, et ça, c'est la production, parce qu'on le met maintenant sur le même slide, parce qu'on dit toujours, oui, mais la capacité n'est pas la production. Oui, on sait, c'est le prochain. Mais il faut toujours regarder les deux. Hein. C'est de voir combien on a installé et qu'est-ce qui en sort. Et on se rend compte cette différence depuis la signature des protocoles de Kyoto, 97. On a pris ça comme index, parce qu'on s'est dit c'est intéressant de voir quel a été l'apport en termes d'électricité dite bas carbone des différentes technologies. Si on regarde en chiffres absolus, ça donne ça. Et on voit bien que maintenant, en capacité installée, le solaire a dépassé même le nucléaire déjà. Pas en production. En production, il y a évidemment encore un écart, mais ça rattrape très vite. On regarde la même image pour la Chine, et c'est un de ces faits extraordinaires. On a vu que la Chine a complètement dominé l'évolution des statistiques, mais il faut regarder ça pour comprendre la relativité par rapport à d'autres sources. C'est-à-dire la Chine produit aujourd'hui plus d'électricité avec l'éolien tout seul qu'avec le nucléaire, malgré le fait qu'ils sont le seul pays à avoir massivement investi. Ça, c'est important à garder en tête. Même image pour l'Union européenne. On voit que le solaire a presque rattrapé le nucléaire dans l'Union européenne. Avec un petit coup de pouce, ça devrait se passer l'année prochaine, enfin cette année. Et on voit le rattrapage dans la production de la même façon. Je pense que l'Inde est quand même assez important aussi, à côté de la Chine, un des grands pays. Et puis, on a vu en fait une évolution assez similaire à la Chine, avec la différence du solaire. Ils ont commencé bien plus tard, mais là, ça a pris une dimension absolument extraordinaire. Et maintenant, même en production,
le solaire est presque au niveau du nucléaire en chiffre absolu. Et c'est un autre pays où l'éolien tout seul produit plus d'électricité que le nucléaire. Bon, peut-être quelques petits points ici. Quand on regarde le rajout en capacité du nucléaire par rapport aux renouvelables, c'est 9 gigawatts par rapport à 165 gigawatts pour les renouvelables. Ça, c'est 2018. En 2017, le nucléaire a rajouté 1 gigawatt et les renouvelables 157. En d'autres termes, dans un marché qui était de 250 quelques gigawatts, 1 sur 250 quelques. Donc, ça veut dire que le nucléaire n'a plus aucune signification dans le marché des centrales de production d'électricité. On voit l'augmentation en pourcentage, c'est la même chose au niveau des mises en chantier, etc. Et puis, il faut une combinaison entre la durée de construction et puis le coût. Ça, c'est capital si on veut parler du climat. Et j'en ai pas parlé jusque-là, et il y a une partie importante dans le rapport qui traite de ce sujet. Mais ce qui est capital de comprendre, c'est vraiment la dernière phase. C'est que si on veut efficacement combattre l'urgence climatique, il faut investir dans des stratégies qui sont qui sont rapides à appliquer et qui sont compétitifs. C'est la combinaison des deux. Et si ça, c'est le critère, si on dépense de l'argent, le plus mauvais des outils dans lesquels on peut investir, c'est le nucléaire. Parce qu'il combine à la fois d'être très onéreux et d'être extrêmement lent. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Michael. Une manière de lever le secret qui pèse sur l'industrie nucléaire, c'est comme vous le faites d'analyser méticuleusement les chiffres. Et effectivement, ça casse pas mal d'idées reçues, que ce soit sur la santé de cette industrie qui est somme toute manifestement déclinante, de ses coûts qui sont colossaux et de ses avantages en termes de disponibilité d'énergie par exemple. Merci beaucoup. Une autre manière de lever le secret, et je me tourne vers vous, Nadezhda Kutepova, c'est d'être confronté au poids du secret au quotidien dans votre vie, et un jour vous décidez de vous lever. Alors je me tourne juste vers la salle. Pour ceux qui n'étaient pas là pendant la pièce de théâtre, Nadezhda y témoigne de la vie qui était à Oziorsk, donc juste à côté de la centrale de Mayak, et de ce poids et du secret dans la population par rapport à un accident qui se passe en 1957. Donc j'ai juste envie, comme vous devez partir dans quelques minutes, de me tourner vers vous maintenant pour vous demander qu'est-ce qui a fait qu'un beau jour vous décidez de vous lever et de lever ce secret qui est tellement socialement ancré dans votre milieu de vie. C'est un sentiment d'injustice totale à propos des gens qui travaillaient et qui habitaient autour de cet endroit contaminé. C'est vrai que c'est dur, comme tu es né dans la ville fermée qui, à partir du début, secrète, et quand même dans ton acte de naissance est marqué l'endroit différent de ton endroit de naissance, tu dois faire un parcours énorme, c'est vrai, parce que cette société qui a été construite artificiellement, à partir du début, toujours été protégée par une culture, une idéologie, si vous voulez, des saveurs du monde. Des gens qui travaillent pour le secret de l'État à partir du début et pour idéologie que nos vies, la vie du monde, ils ne sont pas importants. C'est la puissance de l'État qui est importante. Il ne faut pas poser des questions, n'importe quelle question, et il ne faut pas transgresser des tabous. Dans ces sociétés, bien sûr, il y a beaucoup de tabous. Au début, c'était
tabou scientifique. Par exemple, des travailleurs, ils n'avaient pas de droit d'utiliser le mot plutonium ou réaction des champs, et ils ont utilisé des mots qui dépassaient des mots scientifiques. Et les gens qui travaillaient dans chambres voisines, ils ne connaissaient pas que ce voisin produit. Et pour moi, c'est mon histoire personnelle, de mes proches, de ma famille. Vous savez que je pense que pour chacun, il y a le moment où tu sens une injustice totale et tu dis que c'est pas possible de vivre comme ça. Si soit je perds tout, mais je ne peux pas vivre dans ces circonstances. Et c'était l'histoire, c'est bien l'histoire. Et aussi, je me sentais coupable à propos des gens qui vivaient dans vraie misère, dans vraie pauvreté, parce que chez nous, il y avait toujours cette dichotomie entre des gens nucléaires qui construisaient cette usine, et c'est pourquoi elle était beaucoup bénéficiée par l'État. C'était une vraie belle vie. Et des gens qui habitaient dans des endroits contaminés, c'était des minorités tatars qui même parlaient mal en russe. Et on a détruit leur vie. Et pour moi, c'est grande responsabilité devant eux tout d'abord. Mais les gens de ma ville me toujours considèrent que je suis un traître parce que j'étais un enfant chocolat, j'ai bénéficié de tout et pourquoi j'ai fait comme ça. Mais à mon avis, maintenant, on a mélange un peu parce que c'est vrai que l'atome, je suis absolument d'accord avec Gabriel, ce qu'il a raconté à vous, je confirme en 100% parce que j'ai vécu cela. Tous ces mécanismes de manipulation, ils sont connus à moi. Et au début, c'était le nucléaire militaire. Et c'est vrai qu'il y a toujours des intérêts de l'État, il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec tout le monde. Mais pour le moment, car le nucléaire se transformait à le nucléaire civil, il n'y a pas beaucoup de vrais secrets. Je peux vous dire, comme juriste, j'ai travaillé pendant 20 ans, j'ai accompagné beaucoup de journalistes qui arrivaient dans notre région et on n'a été jamais accusé en ouverture du secret de l'État parce que je connais bien cette frontière. Mais c'est que des gens nucléaires essayaient d'utiliser contre nous des gens qui cherchent la vérité, c'est juste essayer de couvrir des secrets commerciaux par cette nuage de secrets militaires. Il est un peu manipulé, je trouve. Mais je pense qu'il ne comprend pas qu'on est toujours dans le même, on dit en russe, comme un navire, c'est notre terre, on habite ensemble. Et c'est évidemment que la terre est déjà contaminée suffisamment, il y a des nucléaires partout, et maintenant il faut poser des questions, pas ça existe, ça n'existe pas, comment, il faut poser des questions, comment on va survivre dans ces circonstances. Les gens qui habitent à côté doivent être sûrs qu'ils vont être indemnisés, les gens qui habitent dans un endroit où certains projets sont développés doivent avoir la possibilité de poser des questions. Et aussi, cette incertitude scientifique, c'est aussi, vous savez, les choses qui sont difficiles de trouver parce que c'est vrai, il toujours dit que il y a des études épidémiologiques, il y a des causalités, mais comme j'arrive au tribunal, il demande, mais cette personne, il a cette causalité ou pas? Elle m'a dit non, c'est pour cette, non. Il n'y a pas. C'est pour groupe, en 1000 personnes, ça existe. Pour une personne, ça n'existe pas. Et on doit toujours être vigilant à propos du nucléaire. Ne parce qu'on est adversaire, on est opponent, c'est juste parce que c'est vraiment dangereux et on toujours sent la menace pour notre avenir. Et chez nous, dans notre région, on a déjà 3e génération. Et la question qu'on se pose, que notre usine, elle échappe aujourd'hui de toute la réglementation internationale. Et l'histoire de 2017 et l'histoire de cette année au nord de la Russie vous a montré qu'on est toujours au même endroit qu'il y avait 60 ans. Personne ne connaît rien, personne ne réagit pas. Et quel mécanisme on peut réagir sur le niveau international? C'est rien. Il faut travailler sur cela. Comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous libère. Merci.
Alain Dehalleux, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes cinéaste, vous avez réalisé de nombreux films, notamment sur les travailleurs du nucléaire, que ce soit en Belgique, en France, mais aussi en Russie, au Japon, en Angleterre, en Suède. Vous en avez rencontré un nombre important. Comment est-ce qu'on vit quand on est ouvrier de l'industrie nucléaire? Comment est-ce qu'on vit ce secret? J'ai tellement d'angles d'attaque pour répondre, j'ai envie de parler tellement de sujets dont on a parlé, mais bon, je vais essayer de répondre à ta question. D'abord, je voudrais dire que j'ai fait les études de chimie nucléaire et que lors de ces études, j'ai visité une centrale nucléaire. Et fatalement, on m'invite dans la salle de contrôle où il y a 3 types. À l'époque, la centrale datait de 75. Donc, elle me semblait flambant neuve. J'étais là revisité par après, j'avais l'impression de faire un retour dans le temps. Enfin, bon, bref, c'est pas ça le sujet. Il y avait 3 types là devant leurs boutons et tout ça. Je me suis dit, c'est incroyable, c'est moderne, etc. Donc, j'ignorais complètement qu'il y avait plein d'autres travailleurs qui faisaient un ensemble de tâches. Il y a à peu près 60 types de métiers différents en centrale. Donc, j'ai fait mes études en pensant qu'une centrale nucléaire, c'était un truc magique qui fonctionne avec 3 gus derrière des boutons. Je n'allais pas plus loin. Et puis en 2006, donc on peut déjà se poser la question de comment ça se fait que moi qui étais chimiste nucléaire, on ne m'a même pas informé de ça, ou que je ne me suis même pas posé la question. Donc déjà on rejoint un peu le sujet du secret. Et en 2006, j'entends à la radio qu'une centrale, Forsmark, une centrale en Suède, est passée à quelques minutes vraiment d'un accident extrêmement grave qui aurait pu mener à un accident avec explosion. Enfin, bon. Et là, j'ai eu un choc. Parce que donc, j'ai fait mes études de chimie, mais après j'ai fait le cinéma et j'ai oublié complètement le nucléaire. J'ai eu un choc, d'autant plus qu'une semaine plus tard, j'apprends, toujours par la radio, qu'à Tchernobyl, il avait fallu 800 000 liquidateurs. Encore une fois, Tchernobyl était passé au-dessus de ma tête, je ne m'étais plus intéressé, j'étais dans le cinéma. Et donc là, j'ai eu tellement peur que j'ai commencé à faire une série internet qui s'appelait Antoine Citoyen. Et il y avait un personnage qui allait dans la rue, qui demandait aux gens s'ils étaient pour ou contre le nucléaire. Quand ils disaient qu'ils étaient contre le nucléaire, on disait « oh, c'est dommage ». Et quand ils disaient qu'ils étaient pour le nucléaire, on disait « ah, ça c'est super, parce qu'on cherche des volontaires liquidateurs en cas d'accident nucléaire ». Et là, les gens... Alors on leur demandait leur numéro de téléphone, ils devaient signer disant qu'ils reconnaissaient que c'était dangereux, mais qu'ils étaient prêts à intervenir dans les 24 heures, etc. Là, je me suis senti déjà un peu mieux, j'avais un peu moins peur parce que j'étais actif. Mais avec le copain, avec Michel, donc cet acteur avec qui j'allais dans la rue, on s'est dit, mais c'est qui ce personnage qui va dans la rue? Et soudainement, je tombe sur les travaux d'une sociologue, parce que tous les jours, je me renseignais sur Internet, sur le nucléaire. Ça. Je tombe sur les travaux de Annie Thébault-Monny, une grande madame, une sociologue française, qui parle des travailleurs du nucléaire. Alors je me dis, elle parle des 3 types là dans le... Non, il y a 60 métiers. Oui, 60 métiers lors des arrêts de tranche. Plus de 2000 personnes qui travaillent. Machin. Je me dis, hein, c'est quoi ce truc? J'avais vraiment le sentiment d'être con, quoi. J'ai fait 4 ans d'études et je croyais qu'il y avait 3 types alors qu'ils sont 2000. Donc on s'est dit, bon, ben Antoine, c'est un travailleur du nucléaire. Alors j'ai continué la série comme ça, mais je me suis tellement intéressé à ces gaillards et j'ai tellement parlé avec Annie que j'ai voulu les rencontrer en vrai. Donc j'ai arrêté Antoine Citoyen et j'ai commencé RAS. Et ces travailleurs, c'est pour la plupart des sous-traitants. Donc petit historique, dans le temps, la majorité des travailleurs qui travaillaient dans la centrale faisaient partie d'Electrabel pour la Belgique ou de EDF en France. Mais petit à petit, ces sociétés se sont dit, tiens, mais ça revient moins cher de faire venir ponctuellement des gens pour travailler lors des arrêts de tranche. Un arrêt de tranche, c'est quand on arrête le réacteur pour faire la maintenance. Ça coûte moins cher de les faire venir juste à ce moment-là, plutôt que de les payer toute l'année. Et deuxième avantage, si les travailleurs travaillent toute l'année, s'ils tombent malades, on pourrait croire que c'est à cause du nucléaire. Donc la sous-traitance, ça a un double avantage, ça coûte moins cher, et en plus, en cas de problème, c'est pas notre faute. Et donc Annie Thébault-Monny me raconte ça, et moi je veux rencontrer ces gars, et pour la plupart, ces sous-traitants étaient des types
qui allait d'une centrale à l'autre et qui vivait dans les campings. Donc avec une copine, on s'est mis à faire les campings. Voir, tu crois que c'est un travailleur du nucléaire, lui? Je sais pas, on avait avec nous des bières. Ça peut aider. Mais c'était très compliqué de les rencontrer parce que, fatalement, ces gens aiment leur outil de travail, malgré que cet outil de travail les fait souffrir, j'en reparlerai après. Mais ils cherchent à protéger leur business. S'il n'y a plus de nucléaire, ils ne travaillent plus. Donc c'était très difficile pour moi, qui était quand même, comme j'ai eu peur, j'étais quand même assez fortement contre le nucléaire, c'était difficile de dire bonjour, je suis anti-nucléaire, qu'est-ce qui ne va pas dans le nucléaire, et demander ça à un travailleur. C'était pas évident, donc on a approché, etc. C'était un peu long. Mais finalement, il y a des gars, petit à petit, qui se sont mis à parler. Et là, je vais vous raconter quand même quelques anecdotes pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe sur une centrale. Là, franchement, ça fait froid dans le dos, et ça explique, d'ailleurs, Michael, pourquoi il y a 5000 jours réacteurs à l'arrêt. Un exemple, il faut chaque année refaire des soudures, parce qu'une centrale nucléaire, c'est une immense plomberie, immense. Et donc, fatalement, il y a plein de soudures à refaire. Une société sous-traitante doit, lors de l'arrêt de tranche, on lui commande de refaire une centaine de soudures. Alors, quand ils font les soudures, après, ils font une espèce de photo, disons comme un rayon X, mais avec une source au cobalt. Ils font une photo de la soudure pour pouvoir remettre au responsable d'EDF pour montrer qu'ils ont bien fait la soudure. Donc le responsable d'EDF dit à l'entreprise, vous devez me faire ces 100 soudures pour vendredi soir. Et on est jeudi matin. C'est pas possible. Donc le responsable de l'équipe de soudeurs de la sous-traitance dit, mais c'est pas possible, Louis, tu sais bien. Louis d'EDF dit, je m'en fous, c'est pas mon problème, fais-les. Parce que lui-même, il a un planning, mais d'enfer à respecter. Si quelqu'un traîne, alors ça a des tas de conséquences sur le restant de l'arrêt de tranche. Et l'équipe se retrouve là avec une double injonction. C'est-à-dire, d'une part, il faut faire vite, et d'autre part, il faut faire bien. Et cette double injonction, les ouvriers la ressentent toute l'année. Quoi qu'ils fassent, ils ont faux. Imaginez que quoi que vous fassiez dans votre vie, vous avez faux. Parce qu'il faut respecter la sécurité ou la qualité d'un côté, mais il faut faire vite de l'autre. On ne peut pas faire les deux. Donc tous les jours, vous allez au boulot et vous avez faux. Mais les gars là, de l'équipe, il y a un petit marrant qui dit, enfin un mec à mon avis assez intelligent, qui dit, si on faisait une ou deux soudures correctement, et on fait 50 photos cobalt de l'une et 50 photos cobalt de l'autre, et on remet les trucs. Et ce n'est que des années plus tard qu'ils ont remarqué que les soudures n'avaient pas été faites. Alors, si on découvre ça, on va accuser le travailleur. Mais ce n'est pas le travailleur qu'il faut accuser. C'est le système d'organisation du travail qu'il faut accuser. Un autre exemple que j'aime beaucoup, qui m'est raconté par le gaillard en question, Claude Dubout, qui a écrit un livre d'ailleurs finalement après tout ça. Il est décontamineur. Alors un décontamineur dans une centrale, c'est le mec qui fait différents types de boulot, mais qui consiste à enlever la radioactivité. À l'arrêt de tranche, on remplit une piscine pour pouvoir ouvrir le couvercle, sortir les barres combustibles, etc. Parce que l'eau protège des rayons gamma. Et puis quand l'arrêt de tranche se termine, on vide la piscine, mais cette piscine contient des particules radioactives. Donc il faut que quelqu'un aille faire le ménage et nettoyer ça. La piscine est à moins 8 mètres ou moins 9 mètres, j'ai oublié. Ouais, moins 8 mètres, je pense. Et donc Claude est habillé en tenue Mururoa, donc c'est une espèce de tenue comme ça, transparente, reliée par un tuyau à la surface. Il descend son échelle et il gratte le sol. Il fait chaud parce qu'il y a encore la température résiduelle du réacteur. Donc très vite, quand on frotte comme ça, on a les gants pleins de sueur, les pieds pleins de sa propre sueur. Donc imaginez, hein, c'est vraiment... Et il gratte la radioactivité. Et soudainement, plus d'air. Alors, il se précipite vers l'échelle. Il faut quand même monter 8 mètres dans cette tenue Mururoa. Et en plein milieu de l'escalade de l'échelle, il n'a plus d'air. Donc il y a un scratch de sécurité. Il ouvre, il respire, il arrive en haut, alerte, protection, etc. Tout le monde vient voir ce qui se passe. Et on cherche à identifier d'où venait le problème.
lors de l'arrêt de tranche, un autre ouvrier ne trouvait pas de prise pour mettre sa disqueuse et a retiré la prise comment on appelle ça, du compresseur de mon copain Claude. Parce que, ironie de l'histoire, il y a des années, lors des arrêts de tranche, on prenait 3 mois pour faire l'arrêt de tranche, et ils étaient entre 300 et 400 travailleurs qui travaillaient tranquilles, et il y avait un certain nombre de prises. Mais avec la notion de rentabilité, l'arrêt de tranche a duré 1 mois, 2000 travailleurs, plus assez de prises. Donc tout le monde se pique les prises. Et donc Claude s'est fait contaminer alors qu'il manquait de prises dans une centrale nucléaire. Ce que je trouve assez ironique. Mais le nucléaire est assez ironique à plein de niveaux. Mais donc les travailleurs du nucléaire étaient pour moi invisibles comme la radioactivité. Et j'ai rencontré des gens absolument étonnants parce que ces gens aiment leur outil. Et moi, je respectais ça. Même que j'étais anti-nucléaire, je respectais qu'ils aimaient leur outil. Heureusement qu'ils aiment leur outil. C'est ma garantie de sécurité. Le problème, c'est que le système faisait tout pour qu'ils n'aiment plus leur outil. Et là, soudainement, je me sens en danger. Alors, on dit, Tchernobyl, c'est normal, c'était chez les Russes, ils buvaient de la vodka. Fukushima, c'est normal, ils ont des tsunamis, nous, on n'en a pas. Moi, je vous dis, le prochain accident, il va être dû à une cause sociale. Il vient de l'intérieur. À Doul, il y a eu un sabotage d'un réacteur il y a quelques années. Si on trouve un jour l'ouvrier responsable de ça, moi, je me porte défenseur de ce gaillard. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais je peux expliquer et comprendre pourquoi il a saboté sa machine. J'ai rencontré des ouvriers qui aimaient tellement leur machine qu'ils avaient envie de la saboter, mais ils ne le faisaient pas. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils faisaient des tentatives de suicide. J'ai rencontré 2 ouvriers qui ont fait des tentatives de suicide. Et il y en a un, il arrive à la centrale, son copain se suicide, et il pète un plomb, et c'est un des 3 conducteurs de centrale. Il pète un plomb parce qu'il sait que son copain s'est suicidé pour des raisons de double injonction à la centrale. Et lui-même, il pète un plomb et il fout le réacteur en dehors d'une zone de contrôle. Donc il y a un écran avec une zone de contrôle. Il faut laisser un petit point au milieu de cette zone. Et comme il a pété un plomb, il a foutu le réacteur en dehors de la zone de contrôle. Panique générale, les directions qui arrivent, tout le monde qui arrive, des ingénieurs. Et personne n'osait recorriger le tir. Tout le monde faisait de la pression sur le gars pour que lui-même recorrige le tir. Parce qu'il y a quelque chose de terrible pour moi, le nucléaire est une caricature de notre système. Donc, si on veut comprendre notre système profondément, il suffit de regarder le nucléaire. Et si on veut imaginer ce qui se passe en centrale nucléaire, il suffit de regarder autour de soi. C'est une caricature. Et la chose pour moi qui est principale, c'est que pour moi, le nucléaire, ça veut dire la non-responsabilité par rapport aux générations futures, par rapport aux ouvriers, je viens de l'expliquer. Et on a vraiment une inversion de la pyramide des responsabilités. Et c'est valable dans tous les domaines de la société. S'il y a un accident nucléaire, ça va être un ouvrier qui ira en prison. Jamais le patron, encore moins le directeur de Suez, et encore moins l'actionnaire qui se fait de l'argent avec. Donc c'est le gars qui vraiment est mal payé, qui est dans l'ombre, qui prend toute la responsabilité. Et c'est vrai dans tous les domaines de la société. C'est pour ça que c'est, pour moi, crucial, c'est pour ça que je suis anarchiste, je ne suis pas démocrate. Je veux prendre mes responsabilités à tous les niveaux. Et je revendique d'être responsable, parce que revendiquant d'être responsable, ça veut dire que je peux agir. Si je dis c'est la faute de machin, c'est la faute de machin, ça veut dire que je reconnais que je n'ai aucune possibilité d'action. Voilà. Moins d'atomes, plus d'atomes crochus. Merci beaucoup. Je me tourne vers Luc Barbet. Donc, Luc Barbet, notamment auteur de La Belgique et la bombe. Luc, tu as fait un travail en fait d'investigation assez poussé pour expliquer en quoi le nucléaire belge et l'industrie nucléaire belge telle qu'on la connaît sont intimement liés à la fabrication des premières bombes atomiques de Fukushima et de Nagasaki. Et par ailleurs, tu expliques très bien dans de Fukushima. Ouais.
Hiroshima. Intéressant. Intéressant. Et tu expliques aussi très bien dans ton livre à quel point le nucléaire se développe en Belgique, non pas parce que on estime que c'est une filière à développer, mais parce qu'en fait, la Belgique a une histoire coloniale très forte et que c'est au Congo que se trouve principalement l'uranium qui va servir aux Américains et que quelque part, ça propulse la Belgique dans l'aventure nucléaire. Je voulais peut-être t'entendre un tout petit peu parler de ça et des difficultés éventuelles que tu as eues à trouver ces informations et à voir jusqu'où ces informations sont accessibles. Voilà, moi je suis belge, j'ai 40 ans, je m'intéresse beaucoup à la question du nucléaire et j'ai appris une foule de choses dans ton livre parce que ce sont des informations que personne ne connaît en fait. Merci. Donc, oui, en fait, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Ça, c'est peut-être la première question, parce que j'aime pas l'ambiguïté, on en a déjà parlé, et surtout les mensonges. Et l'histoire du nucléaire, c'est aussi une histoire de mensonges et de manipulations. Et en fait, pour nous, oui, tout commence dans les années 40, où donc on pense qu'il y a en fait l'uranium. C'est un minerai très très rare. Il y a Shinkolobwe, la mine de Shinkolobwe en Congo belge, qui est considérée à ce moment-là comme seule mine d'uranium. Et donc les Américains, les Anglais font évidemment voir Union minière et le gouvernement belge en exil à Londres pour acheter tout l'uranium. Et donc ils espéraient avoir un monopole pendant des décennies sur d'une part la filière nucléaire militaire et plus tard à développer évidemment le nucléaire civil. Et donc dans les années 40, pendant cette Deuxième Guerre mondiale, la Belgique a joué un rôle clé dans le développement, la production de ces premières bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Ça c'est assez connu aussi en Belgique, ou un peu, mais ce qui est beaucoup moins connu, notamment le fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique, l'Union minière, a continué à vendre l'uranium aux Américains pour produire ces premières dizaines, centaines de bombes atomiques. Et donc, on est là au début de la guerre froide et vite dans la guerre froide avec les Russes. Et donc, j'ai expliqué ça dans un premier chapitre. Et puis, je suis allé regarder aussi auquel pays est-ce que l'Union minière a fourni de l'uranium. Et il y en a d'autres. En fait, le début du programme nucléaire militaire des Anglais et des Français, c'est grâce à l'uranium du Congo belge. Nous avons la Belgique, l'Union minière a fourni aussi de l'uranium à la Suisse, qui a, et c'est peu connu, eu un programme nucléaire militaire pendant des décennies. Aussi à Israël, en 68, à un moment clé, Israël manquait de l'uranium. Ça a été une grande opération de Mossad, mais je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Et donc ça, c'est pour le volet uranium, quoi. La Belgique, plusieurs entreprises, dont notamment la Belgonucléaire. La Belgonucléaire, c'est quoi? C'est une entreprise spécialisée dans la technologie du plutonium. Évidemment, si vous dites plutonium, vous pensez à des bombes atomiques et des risques de prolifération nucléaire. Eh bien, dans les années 70-80, la Belgonucléaire a fait du commerce, du business dans des pays comme le Pakistan, la Corée du Sud, le Taïwan, la Libye, des pays dont tout le monde savait bien qu'il y a un risque de prolifération nucléaire. Ces actes commerciaux, c'était en général avec le feu vert du gouvernement. Okay? C'était en cachette, mais il y avait un feu vert, une décision des gouvernements. D'ailleurs, d'autres pays l'ont fait aussi, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France. Et donc, vous voyez là une certaine ambiguïté. Officiellement, notre Belgique était un bon élève. On avait signé et ratifié le traité de non-prolifération nucléaire. Okay? Et donc, on était dans les instances internationales, onusiennes et autres, on était contre la prolifération nucléaire, mais il y avait comme une deuxième Belgique, et là, il y avait les intérêts de la Société Générale de Belgonucléaire, où, dernier exemple, Saddam Hussein voulait aussi la bombe. Eh bien, il avait une difficulté de produire de l'uranium. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Une petite entreprise en Belgique
qui avait un procédé exceptionnel pour produire de l'uranium sur base de minerais de phosphate. OK, ils ont construit leur usine, ils ont produit une centaine de tonnes d'uranium, et puis l'usine a été bombardée par les Américains pendant la première guerre du Golfe. Juste pour vous dire, aujourd'hui, c'est plus possible. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il faut faire attention. En 2004, il y avait une petite entreprise, une PME flamande qui s'appelle EPSI, qui a exporté du dual-use technology, donc de la technologie de pointe qu'on peut utiliser et dans le secteur civil et dans le secteur ici nucléaire, militaire, vers l'Iran. Le CIA a fait tout pour l'arrêter. Les services de renseignement belges étaient contre. Il y avait plein de pays qui sont intervenus, mais l'exportation a eu lieu. Et le patron de la sûreté d'État belge a menti. Mais il y avait quelques personnes, dont moi, qui étaient au courant des détails. Et donc, il a dû démissionner. Donc, cette histoire-là de nucléaire belge, c'est une histoire, oui, de manipulation, de mensonge. Tous les pays qui ont la bombe nucléaire, ont menti. Et au niveau le plus élevé des premiers ministres, des présidents, ont menti volontairement. Et donc, aussi en Belgique, dernier exemple, en 1949, le premier ministre belge était interrogé par un sénateur, un parlementaire, sur y a-t-il un accord secret avec les Américains sur la vente de l'uranium? Réponse du premier ministre belge, non, virgule, il n'y a pas d'accord, point. Donc c'était un mensonge d'un premier ministre. Etc. Et donc, en fait, mon livre, et là je rejoins l'analyse de Gabriel, est une illustration parfaite de vos trois chapitres-là. Le secret, la technopolitique et l'agnotologie. Moi, je vais utiliser un autre terme, l'amnésie nucléaire, parce que nous ne savons pas, nous l'avons oublié, nous ne connaissons pas ces histoires, même si je parle à des gens dans le secteur nucléaire, l'affaire Plumbat, la livraison de 200 tonnes d'uranium à Israël, ça vous dit quelque chose? Ils ne connaissent pas. Mais attention, amnésie ne veut pas dire on a oublié un peu en stummelings, comme on dit à Bruxelles. Non, non, ce n'est pas en stummelings. C'est pas en stummelings, il y a une stratégie derrière. Il y a un système technopolitique, quoi. Ce n'est pas par hasard, quoi. Et donc, pour moi, le défi maintenant, est maintenant quoi? Ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui cette, disons, ce système d'agnotologie, nous ne savons pas, qu'on ne peut pas changer la donne, quoi. Parce qu'on parle d'une certaine manière de mémoire collective. Qu'est-ce que nous avons retenu de notre histoire des 60-70 dernières années? Une mémoire collective qui est par définition subjective, qui a été construite, elle peut être reconstruite. Et donc ça, c'est pour moi le défi, le travail des prochaines années, de regarder ce passé qui est lié évidemment avec le passé colonial, de regarder ça en face et de voir, mais qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi est-ce que nous ne connaissons pas Edgar Songuier? Quelqu'un connaît Edgar Songuier? Un, deux, waouh, deux. Il y en a deux qui le connaissent. Donc ça, c'est le patron d'Union minière. Donc, en fait, le Belge peut être un des Belges les plus importants dans l'histoire de l'humanité, quoi. Dans l'humanité entre brackets, en fait. On ne connaît pas. Il n'y a pas de livre sur Edgar Songuier. Il n'y a pas de pièce de théâtre. Il n'y a pas de biographie. On l'a oublié. Et je pense que certaines personnes se sentent très confortables. Il y a des gens qu'on veut oublier, quoi. Ou Shingolope, et là je termine, Baptiste, Shingolope, la mine d'uranium au Congo. Juste avant l'indépendance du Congo, on a vite fermé, parce que l'uranium et les Africains, attention, quoi. Mais après, il y a des centaines de gens, de Congolais, qui ont travaillé dans les mines. Qu'est-ce qui se passait avec eux? Est-ce qu'ils ont attrapé un cancer? Je ne sais pas. Je pense que personne ne le sait. Sauf quelque part, sauf peut-être quelques documents dans les archives de l'Union minière. Moi, je n'ai pas trouvé. Et donc là, il y a des centaines de personnes, suite aux activités minières de l'Union minière, qui sont devenues malades, qui ont attrapé un cancer. On ne sait pas. Donc là, il y a une dette. Je pense qu'il y a une dette de notre pays vis-à-vis du Congo belge. Et donc tout ça
c'est à discuter, c'est à étudier encore, et puis de voir comment on peut, disons, changer cette mémoire collective qui a été construite suite à des stratégies. Ça, on va oublier, ça, on ne va pas oublier. Et finalement, le but final me semble, eh bien, l'énergie nucléaire. Grâce à l'énergie nucléaire, il y a l'électricité, il y a un micro qui fonctionne, etc. Et tout le reste, on essaie d'oublier. On essaie d'oublier. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est peut-être le premier pas dans un combat contre cet oubli. Merci. Bravo, merci. Merci beaucoup. Avant de prendre quelques minutes pour vous laisser poser des questions, j'avais juste une dernière question à vous poser. Si vous voulez intervenir, vous intervenez. Si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondrez pas. Mais chacun, dans votre témoignage et dans les informations que vous apportez, c'était vrai pour Renat Désé aussi, il y a une question en filigrane qui me semble essentielle. C'est par rapport à cette question du secret. Est-ce que le nucléaire est une énergie qui est compatible avec la démocratie, en fait ? Qui sent d'y répondre? On a déjà une petite idée? Non, mais c'est un anarchiste qui va vous faire maintenant l'apologie de la démocratie allemande. En fait, j'ai été frappé parce que j'ai fait des films au Japon et à Fukushima, mais aussi j'ai fait le portrait d'un homme politique anti-nucléaire au Japon. Et soudainement, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. L'Allemagne et le Japon sont les deux grands perdants de la Deuxième Guerre mondiale. Comment se fait-il qu'en Allemagne, on arrête le nucléaire après l'accident de Fukushima et qu'au Japon, il y a un déni total par rapport à ce qui s'est passé, au point qu'il y a des épreuves des Jeux Olympiques qui auront lieu à Fukushima City. C'est dire quand même dans quel déni ils sont. Et donc, je me suis demandé pourquoi. Et en fait, la réponse est, à mon sens, assez simple. C'est les Allemands ont vraiment regardé en face leur passé. Ils ont regardé en face leur passé. Et donc, fatalement, moi, j'ai rencontré pas mal de jeunes Allemands. Je les trouve vraiment très engagés politiquement, responsables. Et au Japon, c'est tout le contraire. Personne ne s'occupe de politique. Et il y a un déni total de ce que le Japon a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et très bizarrement, s'il pouvait, il recommencerait le nucléaire. Voilà. Luc, un petit mot ou pas, hein? Oui. Moi, je ne pense pas. Donc, si tu regardes l'histoire du nucléaire et le nucléaire militaire et civil, c'est évidemment deux côtés de la même pièce, quoi. Avec les liens entre les deux, d'un point de vue technologique et d'un point de vue politique et économique même, le nucléaire ne peut pas vivre sans secret, quoi. Si vous demandez la mesure en matière de sécurité et de sûreté des centrales nucléaires, les parlementaires, pas uniquement vous, auront comme réponse, il m'est impossible de donner parce que, etc., quoi. Et puis une filière qui, pendant 70 ans, a une culture de mensonges et de manipulation, quelle garantie avez-vous que les 7 prochaines années, ça ira mieux? Ça ira mieux, rassurez-vous, on a compris. Bof, pas avec moi. C'est bon, peut-être 2 mots. Je pense que c'est difficile d'être absolu. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire la démocratie, hein? Est-ce qu'on est en démocratie en Belgique, en France, en Allemagne ou en Angleterre? Je n'en sais rien. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que des moyens démocratiques ou un débat démocratique, en général, avec l'augmentation de la participation citoyenne, conduit plutôt vers une sortie du nucléaire que, comme me disent, quelle décision démocratique a conduit à un système nucléaire? Je ne connais pas. Les décisions comme en France ou en Belgique même en Allemagne, il n'y avait pas de décision démocratique, c'est-à-dire des votes pour faire du nucléaire proprement dit. Je veux dire, en fait, c'est des systèmes technocratiques qui existent dans les systèmes soi-disant démocratiques, mais où les règles du jeu ne sont pas forcément parlementaires. En France, il n'y a jamais eu de vote
sur le programme nucléaire. On a 58 réacteurs en France qui tournent sans aucun vote. Jamais personne a demandé au peuple français s'ils en veulent ou pas. Par contre, on peut dire qu'il y a, par exemple, la Californie, on regarde des décisions historiques qui ont été prises, par exemple, en Autriche. On a construit un réacteur nucléaire, on a terminé la construction, et il y a eu un référendum, on a décidé de ne pas allumer. C'est-à-dire c'est un moyen démocratique qui a évité de démarrer l'électricité nucléaire en Autriche, alors qu'on avait déjà construit l'outil. Aujourd'hui, on regarde en Californie, moi je trouve cet exemple fascinant, où il y a eu une espèce de tentative de démarche de consensus, c'est-à-dire entre l'exploitant, il y a une centrale nucléaire qui reste, des gens, des industriels, des exploitants, des ONG, etc., pour sortir, pour arrêter ces réacteurs-là dans une dizaine d'années, c'est-à-dire c'est un peu à l'allemande, c'est-à-dire pas tout de suite, pas là, mais dans un certain nombre d'années, mais dans une tentative de débat dont le niveau est supérieur à ce qu'on a pu voir dans le sens inverse. Donc je nuancerais peut-être l'utilisation du terme démocratique, mais des sociétés que je considère comme globalement utilisant plus d'outils démocratiques, comme le Danemark n'est jamais entré dans le nucléaire. C'est interdit par la Constitution. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers la salle. Il reste 10 minutes, donc ça fait 2-3 courtes questions, si on veut avoir le temps d'entendre des réponses. Et alors, j'insiste vraiment pour qu'on parle bien de la question du secret nucléaire, parce que comme on l'a dit, on sait qu'il y a énormément de dimensions qu'on peut aborder sur la sortie du nucléaire en Belgique, etc. Ici, je voudrais vraiment qu'on parle de la question du secret et par ailleurs que ce soit bien une question et pas un témoignage, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Donc, Joe Gianquinto, je suis comédien engagé. Donc, ma question, elle rejoint la question de madame également, c'est par rapport aux déchets toxiques. Donc, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Où en est-on au niveau de la transparence, donc par rapport à la gestion des déchets toxiques en Europe généralement, et y a-t-il des audits vraiment poussés par rapport à ça? Michael? C'est un sujet vraiment d'une complexité inouïe. On a essayé de faire avec le World Nuclear Industry Status Report un travail de recherche pour justement créer des critères d'analyse, etc., et regarder ce qui existe comme information. Il y a une équipe qui a préparé un World Nuclear Waste Report qui sera publié au mois de novembre, justement avec la tentative d'essayer de dire quel est l'état des avancées en termes de qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les pratiques en termes de stockage, en termes d'élimination, entre guillemets, où ils en sont avec le stockage géologique définitif, etc., etc. De faire ça, un vrai bilan. Les travaux, j'étais pas dans l'équipe, j'étais consultant de ce projet. Ce qui était vraiment incroyable, c'est la difficulté de trouver une approche homogène, c'est-à-dire d'avoir vraiment des critères qui peuvent se comparer d'un pays à l'autre. Un déchet radioactif n'est pas la même chose en Allemagne, en Belgique, au Japon et aux États-Unis. Des fois, c'est par rapport au becquerel, des fois, c'est par rapport au dégagement thermique, des fois, il y a des classes qui sont différentes, la façon de les gérer en termes de stockage intermédiaire est différente. C'est vraiment incroyable à quel point il y a une diversité de gestion des déchets. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui... près de 70 ans après les premiers réacteurs commerciaux, ne parlons pas des militaires, il n'y a pas un seul site de stockage pour les éléments les plus radioactifs, ce qu'on appelle les déchets de haute activité dans le monde.
Ce qui est quand même assez stupéfiant parce qu'on avait dit très vite, c'est un domaine très facile à gérer. L'industrie a dit, c'est pas un problème technique, ça, c'est un problème de juste le faire. Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'est quand même c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, moi, je suis un grand sceptique du stockage définitif géologique parce que j'estime qu'on n'a pas encore toutes les connaissances qu'il faut pour prendre cette décision. Et de l'autre côté, on a un très, très grand problème c'est le stockage intermédiaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a notamment les combustibles irradiés, donc qui sont sortis des réacteurs, sont stockés dans des conditions que je considère comme absolument inacceptables. C'est-à-dire de stocker des très grandes quantités de combustibles irradiés dans les piscines qui ne sont pas dans des situations protégées me paraît une idée extrêmement mauvaise. Et vous savez peut-être que l'élément le plus dangereux des événements de Fukushima, ce n'était pas les 3 fusions du cœur, c'était le 4e réacteur qui n'était pas en service, où le cœur était dans la piscine. Et on craignait, puisqu'il y a eu des explosions d'hydrogène, que la piscine qui se trouve entre 4e et 5e étage s'effondre. Et si la piscine s'était effondrée, on aurait eu et donc, si l'eau est perdue, le refroidissement est perdu, les combustibles s'enflamment spontanément. On n'a pas besoin de kérosène ou quelque chose. C'est tellement chaud que ça brûle tout seul. Et là, on aurait eu un dégagement de la totalité de la radioactivité contenue dans ces combustibles qui étaient particulièrement radioactifs puisqu'ils sortaient tout juste du cœur qui était de la cuve qui était en maintenance. Donc c'est ça le scénario que l'ancien Premier ministre Khan avait sur le bureau. C'est de devoir évacuer 10 millions de personnes de la région de Tokyo parce qu'il pourrait y avoir un feu dans le scénario qu'il avait et 10 millions. Le vrai on l'a recalculé avec un groupe de scientifiques à Princeton, l'université de Princeton, ça aurait pu être beaucoup plus que 10 millions. Et c'est peut-être aussi pour dire qu'il y a dans ce domaine des appréciations qu'on se forge, comme ça, des idées qu'on se forge, qui ne sont pas forcément même dans l'ordre grandeur. C'est-à-dire les gens ont toujours l'impression que Tchernobyl et Fukushima étaient des accidents les pires. Le pire de ce qui peut arriver, c'est Fukushima ou Tchernobyl ou Kishtim. Ben non. Loin de là, mais très loin de là. Et ce potentiel de stockage, le problème du stockage intermédiaire de ces déchets de très haute activité, ça je considère ça comme le plus grand casse-tête qu'on a aujourd'hui dans le domaine. Merci pour cette réponse super rassurante. On va prendre une dernière question. Ah, mais heureusement qu'il y en a, oui. Ça fait partie de la recherche de la vérité, évidemment. Oui, merci. Une question. Dans un travail de militant, il pourrait être très utile face à des pro-nucléaires de pouvoir disposer d'un certain nombre d'éléments qui nous ont été projetés, les slides. Est-ce que Utopia pourrait éventuellement mettre ça à notre disposition via son site ? Et alors une question qui tient un peu du même ordre que celui des déchets nucléaires, mais par rapport aux prolongations des centrales, où en est-on dans le secret par rapport aux manipulations et à la transparence par rapport aux prolongations des centrales? Merci. Je fais juste une petite précision, c'est que le rapport annuel de Michael Schneider est toujours disponible en ligne, donc il est tout à fait accessible. Alors ici, en l'occurrence, ici, on va attendre encore 2 jours et ne rien dire parce qu'il y a une confidentialité qui s'impose, mais c'est un rapport qui est tout à fait accessible et qui est effectivement une mine d'informations pour objectiver voilà, l'industrie mondiale. Quant à la sortie du nucléaire, Luc? Oui, donc, lors de la formation du nouveau gouvernement fédéral, qu'on attend toujours, mais... Ah oui, c'est pas de ma faute. Il y aura probablement, ou peut-être, je ne sais pas, un débat sur la sortie du nucléaire, comment faire
prolonger la durée de vie d'un réacteur nucléaire, oui ou non. Donc là, il y aura un débat. Deux, ce qui est intéressant, c'est la date, si je me souviens bien, c'est le 1er octobre 2022. Ah oui, parce qu'alors, on va... ça c'est prévu dans le schéma, et je pense qu'Electrabel va le respecter. Ce sera la fin du réacteur Doel 3. Et l'année après, donc en 2023, Tihange 2. Et donc, dans 2-3 ans, et dans le secteur nucléaire, c'est demain, quoi, 2-3 ans, on va fermer, on va arrêter définitivement 2 réacteurs nucléaires. Ce sera, je pense, un grand moment de l'ordre pédagogique, dans le sens que les gens vont voir, ah tiens, il y a toujours de l'électricité. On a 2000 mégawatts en moins, il y a toujours de l'électricité. Et donc évidemment que j'espère bien qu'on ne va pas prolonger la durée de vie des autres réacteurs nucléaires, ce n'est pas nécessaire. Mais même si on perd ce débat, là, ce sont 2 dates clés. Et puis évidemment, il y aura la fête. Merci beaucoup. Un dernier mot, oui. Un mot là-dessus. En fait, les prolongations de durée de vie, ça a un côté théorique. Parce que ce n'est pas évident du tout qu'ils vont tenir jusque-là. Et quand je dis tenir jusque-là, c'est avant tout sur le plan économique. Aujourd'hui, il y a des réacteurs, et on a eu il y a 2 jours quand même, il y a eu un réacteur à 3 Mile Island 1 qui a été arrêté, donc la jumelle du réacteur qui a eu une fusion partielle du cœur dans les années 70. Et ce réacteur-là avait eu sa licence de prolongation jusqu'aux années 2030. C'est-à-dire on l'a arrêté quand même, parce qu'en fait, ils sont plus compétitifs dans le marché de l'électricité de gros. Donc, pour moi, toutes ces durées de vie, c'est de la théorie. En réalité, on voit complètement autre chose. On connaît très peu de réacteurs. Enfin, il y a maintenant, je crois, 4 qui ont dépassé 50 ans. Mais on fait semblant comme s'il y avait 100 réacteurs qui vont tourner pendant 60 ans. J'en sais rien. Et je suis très dubitatif par rapport à cette perspective. Merci beaucoup. On va en rester là parce qu'il est 19h et qu'on a dit qu'on arrêterait à 19h. Donc, je voudrais remercier nos invités, Gabriel Hecht, Alain Dehalleux, Luc Barbet, Michael Schneider. Merci d'être là et pour vos témoignages vraiment particulièrement intéressants. Merci à vous d'être venus. Merci au Théâtre National et à Etopia pour ce travail en commun qui en valait clairement la peine. Je vous invite juste à faire attention quand vous sortez parce qu'il est 19h passé, donc les voitures roulent de nouveau. Donc voilà, faites attention. Merci d'être venus.